À tous et bienvenue dans l'univers fascinant de la théorie des jeux. Alors dans cette vidéo, nous présentons les principaux concepts de la théorie des jeux en partant d'exemples simples. Alors commençons par le jeu et la stratégie avec ce que l'on appellera le jeu 1, puisque vous verrez, il y aura de nombreux jeux sur lesquels nous attarderons. Alors, vous jouez avec un partenaire anonyme qui joue en même temps que vous et avec lequel vous ne pouvez pas communiquer. Le but du jeu est d'obtenir le plus de points possible et pas forcément plus de points que l'autre joueur. Comme votre partenaire, vous avez à choisir entre deux couleurs. Le rouge, que l'on notera R, ou le noir, que l'on notera N. Alors, les données du jeu qui sont connues des deux joueurs sont récapitulées dans le tableau suivant. Donc, si vous jouez N, vous gagnez 7 points, quelle que soit la couleur jouée par votre partenaire. Ce dernier gagnant 3 points s'il joue N, ou 4 points s'il joue R. Et si vous jouez R et que votre partenaire joue N, vous gagnez 3 points et lui 4 points. Ici. Et si vous jouez R et que votre partenaire joue également R, eh bien vous gagnez 10 points et lui 5 points. Alors la question qui va se poser, c'est quelle couleur choisissez-vous? Pour rappel, le but du jeu est d'obtenir le plus de points possible. Donc quelle couleur choisissez-vous? Noir ou rouge? Eh bien, une grande majorité, si on en suit les statistiques, une grande majorité de joueurs, généralement près de 70%, répond rouge, donc R. Alors, la situation décrite met bien en scène un jeu, puisqu'elle concerne deux individus en interaction stratégique, le choix de l'un influençant la situation de l'autre, puisque les deux joueurs sont interrogés séparément, sans qu'ils puissent communiquer entre eux et s'engager à prendre certaines décisions. On parle de jeu non coopératif. Une branche de la théorie des jeux, initiée par von Neumann et Morgenstern, et qualifiée de coopérative, s'intéresse au contraire au cas où les joueurs cherchent à s'entendre préalablement et à former des coalitions avant de s'engager dans le jeu. Nous aurons l'occasion de l'étudier dans d'autres vidéos. Alors, dans le jeu 1, les deux acteurs jouent simultanément. On parle alors de jeu statique ou de jeu simultané. C'est la même chose, jeu statique et jeu simultané. Ça veut dire que les joueurs jouent simultanément dans ce jeu 1. Un premier concept fondamental de la théorie des jeux est celui de stratégie. Comme dans le langage courant, une stratégie fait référence à un plan d'action. Donc la définition que l'on peut en donner, c'est qu'une stratégie est un plan d'action spécifiant l'ensemble des décisions que doit prendre le joueur au cours du jeu. Dans le cas d'un jeu statique tel que le jeu 1, chaque joueur prend une décision unique et sa stratégie coïncide donc avec cette action unique. Nous verrons que dans le cas des jeux dynamiques, dans la 3e vidéo, si je ne m'abuse, le concept de stratégie ne se ramène plus forcément à une seule action. Dans le jeu 1, on a deux joueurs, donc vous et votre partenaire, qui doivent choisir entre deux stratégies possibles, rouge et noir, R et N, afin de maximiser leur nombre de points. Et donc R et N sont qualifiés de stratégies pures par opposition aux stratégies dites mixtes qui seront introduites plus tard. Stratégie mixte, on pense tout de suite au poker, où on va
tout de suite changer de stratégie. On va par exemple faire un continuation bet, puis on va se raviser et on va soit bluffer, soit se coucher ou soit relancer. Ce sont des stratégies mixtes. Mais on en parlera plus tard. Là, on est sur les stratégies pures. Alors, encore une définition. Un jeu non coopératif statique est caractérisé par, tout d'abord, le nombre de joueurs, ensuite, l'ensemble des stratégies pures, donc des actions à la disposition de chaque joueur, les résultats du jeu pour chaque joueur dans les différentes configurations possibles, et enfin, les préférences des joueurs concernant les résultats du jeu en appliquant cette définition. On a le jeu 1 qui est donc caractérisé par le nombre de joueurs, en l'occurrence ici 2, l'ensemble des stratégies pures pour chaque joueur, donc rouge ou noir, R et N, les résultats du jeu, donc le nombre de points obtenus dans les différentes configurations possibles, et enfin les préférences des joueurs concernant les résultats du jeu représentés par l'objectif d'obtenir le maximum de points. Pour représenter un tel jeu, il y a deux possibilités qui sont quasiment équivalentes. Alors, il est commode de représenter un jeu statique à 2 joueurs comme le jeu 1 sous forme normale, qu'on appelle aussi forme stratégique, c'est-à-dire sous la forme d'un tableau présentant les gains des joueurs en fonction de leur stratégie. Pour ce qui concerne le jeu 1, la représentation sous forme normale est la suivante, que vous voyez ici. Donc, dans les 4 cases du tableau, le premier chiffre, ici, le premier chiffre est le nombre de points gagnés par le joueur 1. Ma souris disparaît, c'est problématique. Donc vous, le second chiffre, le nombre de points gagnés par le joueur 2, donc votre partenaire. Par exemple, la case en bas à gauche du tableau signifie que si le joueur 1 joue R, donc rouge, alors que le joueur 2 joue N, noir, eh bien, le premier obtient 3 points, alors que le second en gagne 4. D'où la notation 3-4 dans la case considérée du tableau. Les chiffres représentés dans un tableau de ce type correspondent aux résultats du jeu pour les joueurs dans les différentes configurations possibles. Dans l'exemple, ce résultat correspond à un nombre de points. Mais dans les applications économiques, le résultat du jeu est généralement exprimé par une somme d'argent, par exemple en euros, en dollars, en zen, en yens, pardon, pas en zen, en yens, etc., en pesos et bien d'autres encore. Auquel cas, l'hypothèse standard est de supposer que les joueurs cherchent simplement à maximiser leurs gains monétaires. Mais en fait, la théorie des jeux repose sur une approche plus globale de la notion de gain. C'est leur utilité, c'est-à-dire satisfaction, que les joueurs cherchent à maximiser. Et les gains du jeu devraient donc traduire des niveaux d'utilité. Et dans la suite de cette formation, notre hypothèse sur les préférences des joueurs consiste à assimiler la satisfaction des joueurs au nombre de points obtenus ou, dans certains cas, à leur gain monétaire, ce qui peut alors être une vision réductrice de leur motivation, comme nous le verrons plus loin. D'une manière générale, et quelle que soit l'unité dans laquelle il est formulé, le résultat du jeu pour un joueur dans une situation donnée est souvent appelé payoff. Pour les joueurs de poker, c'est très connu, le payoff.
Et c'est pourquoi le tableau présentant les différentes configurations du jeu est parfois qualifié de matrice des payoffs. Donc c'est un terme qu'on retrouve au poker. Mais pas que au poker, que l'on retrouve en bourse également. Alors il y a une deuxième manière de représenter un jeu qui est appelée la forme extensive ou forme arborescente. Il s'agit de le représenter sur la forme d'un arbre de jeu ou encore appelé arbre de Kuhn, du nom du mathématicien ayant développé le concept. Pour le jeu 1, cela donne la représentation de la figure suivante que vous pouvez voir ici. Alors, chaque point noir sur la figure est appelé nœud. Chaque point noir est appelé nœud de décision. Chaque flèche représente un coup du jeu. Alors cette présentation n'est a priori pas sans ambiguïté par rapport au jeu étudié, dans la mesure où elle suggère qu'il y a un certain ordre dans les actions données par le sens des flèches. Ainsi, cette figure semble indiquer que le joueur 1 joue avant le joueur 2, alors que nous considérons un jeu statique dans lequel les deux joueurs jouent bien simultanément. Et c'est pourquoi, afin de représenter le fait que les deux joueurs font leur choix de manière simultanée, on relie par des pointillés les nœuds correspondant à la décision du deuxième joueur. Donc comme vous pouvez le voir ici, des pointillés, pour signifier que ce dernier ignore le choix du premier joueur au moment où il est amené à jouer. Ainsi, dans cette figure, le joueur 2 ignore au moment où il joue à quel nœud il se trouve, ne connaissant pas la stratégie adoptée par le joueur 1. L'ensemble des nœuds se trouvant reliés entre eux par des pointillés est appelé ensemble d'informations. C'est important de le retenir. Alors, lorsqu'un ensemble d'informations contient au moins deux nœuds, le jeu est information imparfaite. Nous pourrons revenir sur ces termes, mais retenez que lorsqu'un ensemble d'informations contient au moins deux nœuds, le jeu est information imparfaite. Si au contraire tous les ensembles d'informations ne contiennent qu'un seul nœud, on parle de jeu à information parfaite. Chaque joueur sachant alors exactement où il se trouve dans l'arbre du jeu au moment où il est amené à jouer. Nous verrons, comme je l'ai dit, des jeux à information parfaite un peu plus loin lorsque nous étudierons les jeux dynamiques, donc dans la 3e vidéo de cette formation. Alors, dans le jeu 1, les deux acteurs jouent simultanément, comme on l'a déjà dit. Il s'agit donc d'un jeu à information imparfaite. Dans une telle configuration, la représentation sous forme extensive apporte peu et une représentation sous forme normale est suffisante. C'est pourquoi nous en tiendrons dans ce qui suit à la forme normale pour les jeux à coups simultanés. Par contre, pour les jeux dynamiques que nous introduirons plus tard, dans lesquels les joueurs n'interviennent plus simultanément, mais de manière séquentielle, il est clair que la représentation sous forme extensive devient préférable car elle permet de visualiser l'ordre des coups. Cela va nous permettre d'introduire l'équilibre de Nash. Alors, passons à l'équilibre de Nash. Nous pouvons à présent tenter de résoudre le jeu 1, c'est-à-dire d'en déterminer une issue probable, logique, rationnelle. Pour cela, il convient de définir un concept de solution. Le plus communément admis et sans conteste, celui proposé par John Nash dans un article d'une page publié en 1950 et une thèse de doctorat
vous allez rigoler, une thèse de doctorat de 27 pages, soutenue à l'université de Princeton en mai 1950 et publiée en 1951. Et oui, j'ai bien dit une thèse de 27 pages. C'est assez incroyable. Alors, l'équilibre de Nash constitue en effet la pierre angulaire de la théorie des jeux modernes. Il caractérise l'issue logique du jeu, c'est-à-dire la manière dont devraient se comporter des joueurs rationnels. En voici deux définitions strictement équivalentes. Tout d'abord, un équilibre de Nash est un ensemble de stratégies, une par joueur, telles qu'aucun joueur ne peut obtenir un gain supplémentaire en changeant unilatéralement de stratégie. Et deuxièmement, un équilibre de Nash est un ensemble de stratégies, toujours une par joueur, telles que la stratégie de chaque joueur est une meilleure réponse aux stratégies des autres. On parlera plus tard de Némésis, mais c'est pas le moment pour en parler. L'équilibre de Nash renvoie à un critère d'absence généralisée de regret. C'est-à-dire qu'il implique qu'aucun des joueurs ne regrette d'avoir joué comme il l'a fait, étant donné la manière dont les autres ont joué. La question est maintenant de savoir comment déterminer les équilibres de Nash d'un jeu. Alors considérons le jeu 1. Dans cet exemple simple, il y a 3 manières de trouver l'équilibre de Nash. La première est d'éliminer successivement les stratégies strictement dominées, c'est-à-dire les stratégies qui donnent, pour le joueur qui les emploierait, un résultat systématiquement inférieur à celui obtenu avec une autre stratégie, et cela quelle que soit la stratégie adoptée par les autres joueurs. Comme nous le verrons dans le cas du jeu 1, l'élimination de stratégies strictement dominées pour un joueur peut faire apparaître des stratégies strictement dominées pour d'autres joueurs dans le jeu restreint. La méthode d'élimination successive, itérative, des stratégies strictement dominées est appelée méthode de la dominance itérée. Dans les cas où cette méthode ne peut être appliquée, dans les cas où cette méthode peut être appliquée, jusqu'au bout, elle conduit naturellement à l'équilibre de Nash. En effet, quelle que soit l'action de son partenaire, un joueur regrettera forcément d'avoir joué une stratégie strictement dominée qui, par conséquent, ne sera jamais choisie à l'équilibre de Nash. Alors, revenons au jeu 1. Le jeu 1 peut être résolu par cette méthode. Dans ce jeu, N est une stratégie strictement dominée pour le joueur 2. Puisque quel que soit le choix du joueur 1, le joueur 2 obtient un gain supérieur en jouant R. Voilà, 3, ici il obtient 4, et là 4, il obtient 5. Si le joueur 1 joue N, jouer R rapporte 4 points au joueur 2, alors que jouer N ne lui en rapporte que 3. Si le joueur 1 joue R, jouer R rapporte 5 points au joueur 2, alors que jouer N ne lui en rapporte que 4. N est donc une stratégie strictement dominée et R une stratégie strictement dominante pour le joueur 2. Puisque l'équilibre de Nash n'est atteint que si aucun des deux joueurs ne peut faire mieux étant donné la stratégie de l'autre, il est clair qu'une stratégie strictement dominée ne peut pas faire partie d'un équilibre de Nash. Ainsi, on peut éliminer la stratégie N pour le joueur 2. Or, dans le nouveau jeu restreint à la stratégie R,
pour le joueur 2, N devient à son tour une stratégie dominée pour le joueur 1, puisqu'il gagne 7 points en jouant N, alors qu'il en gagne 10 en jouant R. Ainsi, en éliminant successivement les stratégies dominées de chaque joueur, on va s'apercevoir que la seule issue rationnelle du jeu 1 est que les deux joueurs jouent R. De fait, le seul équilibre de nage du jeu est rouge-rouge, R-R, c'est-à-dire la stratégie R pour les deux joueurs. On peut facilement vérifier qu'aucun des deux joueurs n'a de regret, compte tenu de la stratégie du joueur 2, donc R, le joueur 1 avait effectivement intérêt à jouer R, puisqu'il obtient 10 points, alors qu'il n'en aurait obtenu que 7 en jouant N. Compte tenu de la stratégie de l'autre joueur, il a donc bien fait de jouer R et n'a aucun regret. Il en va de même pour le joueur 2. Compte tenu de la stratégie du joueur 1, donc jouer R, le joueur 2 ne regrette pas d'avoir joué R, puisqu'il a obtenu 5 points, alors qu'il n'en aurait obtenu que 4 en jouant N. C'est une méthode, c'est la méthode itérative. On peut l'utiliser sur des exemples simples, mais pour des exemples plus complexes, on en fera abstraction, on n'utilisera pas cette méthode. Alors, comme nous le verrons plus loin, la majorité des jeux n'est toutefois pas soluble par la méthode de la dominance itérée, comme je vous l'ai dit, tout simplement parce qu'il n'existe pas de stratégie strictement dominée. Dans ce cas, il faut utiliser une autre méthode, plus générale, permettant de trouver l'équilibre de Nash. Cette méthode générale utilisable pour tous les jeux s'appuie sur la seconde définition de l'équilibre de Nash, à savoir qu'à l'équilibre, chaque joueur fait la meilleure réponse possible au choix des autres. Donc reprenons hop. Voilà. Reprenons notre exemple du jeu 1. Cherchons les meilleures réponses que le joueur 1 peut faire aux actions du joueur 2. Il est clair que N, noir, serait la meilleure réponse que le joueur 1 pourrait faire à un joueur 2 jouant N, puisqu'il obtiendrait alors 7 points alors qu'il n'en aurait gagné que 3 avec la réponse R. N est donc la meilleure réponse du joueur 1 au joueur 2 jouant N. De la même manière, on note que R est la meilleure réponse possible du joueur 1 au joueur 2 jouant R, et le même exercice peut être mené pour le joueur 2. On obtient alors que R est la meilleure réponse du joueur 2 dans les deux cas, ce qui n'est pas une surprise puisqu'on a vu que R est une stratégie strictement dominante pour ce joueur. Au final, un équilibre de Nash correspond à une case dans laquelle chaque joueur fait une meilleure réponse à ce que fait l'autre. Donc dans l'exemple du jeu 1, il n'y a que RR qui répondent à ce critère. C'est donc bien l'unique équilibre de Nash. Dans notre exemple, à deux joueurs représentés par une matrice des gains, une dernière possibilité pour identifier l'équilibre de Nash est simplement d'inspecter la matrice case par case, c'est-à-dire de déterminer quelles cases correspondent aux critères de stabilité de l'équilibre de Nash et quelles cases n'y correspondent pas. Dans notre exemple, RR est bien la seule case qui corresponde à un équilibre de Nash, puisque ce n'est que dans cette case qu'aucun des deux joueurs n'a intérêt à changer unilatéralement sa stratégie. Alors,
On notera que dans le jeu 1, l'équilibre de Nash est unique et optimal, puisqu'il correspond à la configuration assurant le gain maximum possible pour chacun des joueurs, soit 10 points pour le joueur 1 et 5 points pour le joueur 2. Cependant, ce résultat n'est pas général. Par la suite, nous verrons en effet que l'équilibre de Nash peut être sous-optimal. Nous le verrons dans la vidéo 4 de cette formation, et que certains jeux en admettant plusieurs Par rapport aux observations expérimentales, donc environ 70% des joueurs 1 choisissent la stratégie R. On notera que l'équilibre de Nash correspond bien à la façon dont la majorité des individus se comportent face au jeu 1. Comment peut-on alors interpréter le comportement des 30% de joueurs 1 optant pour la stratégie N? Doit-on considérer leur comportement comme irrationnel? Certainement pas. En fait, les sujets en question ne sont généralement pas irrationnels, mais n'ont simplement pas confiance dans la rationalité de l'autre joueur. Ils comprennent que s'il est rationnel, le joueur 2 doit jouer sa stratégie dominante R et n'a aucun intérêt à jouer N. Mais ils comprennent également que la stratégie N est une stratégie sans risque pour eux, leur assurant un gain de 7 points, quelle que soit la stratégie adoptée par leur partenaire. Ils savent par contre qu'en jouant R, ils s'exposent au risque de voir le joueur 2 faillir à sa rationalité et jouer N parce qu'il est irrationnel, parce qu'il n'a pas compris le jeu, parce qu'il veut embêter le joueur 1, et bien d'autres, il peut vouloir embêter l'expérimentateur ou autre. Donc les 30% de joueurs 1 choisissant N n'ont apparemment pas confiance dans la rationalité de l'autre joueur et préfèrent opter pour la sécurité avec la stratégie N. D'ailleurs, sans surprise, les sujets choisissant N deviennent largement majoritaires lorsque dans la version monétaire du jeu 1, donc payoff en euros et non plus en points, leur gain certain en optant pour N passe de 7 à 9,5 et où leur gain dans la configuration la plus défavorable, Rn, passe de 3 à 0, l'équilibre de Nash restant le même, à savoir RR. En fait, un tel comportement, particulièrement fin, puisqu'intégrant des anticipations sur le degré de rationalité du partenaire, est d'une certaine manière trop subtil pour être prise en compte par le concept d'équilibre de Nash, qui suppose une rationalité absolue de tous les joueurs, connue et reconnue de tous. Cela suggère dès à présent certaines limites importantes quant à la capacité prédictive du concept, limites confirmées de manière encore plus nette dans une prochaine vidéo. Et cette prochaine vidéo, ce sera le théorème de Nash. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était les concepts de base de la théorie des jeux.